Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Alors, je suis effectivement ravie de débuter cette journée. Alors, au-delà de ce qui vient d'être précisé, je vais juste rajouter que cette première présentation sera également l'occasion de répondre à certaines questions qui ont été posées, notamment lors de l'inscription sur le site internet dédié à cet événement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par quelques définitions dont je vous laisse prendre connaissance. Alors, il s'agit déjà de présenter le contexte et donc la définition de la contamination. Alors, je vous laisse découvrir ces deux contaminations que j'ai choisi aujourd'hui de présenter. Donc, la première émane du Larousse, donc une définition qui est très orientée sur l'aspect biologique. La seconde est plus adaptée au domaine qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le milieu de l'hygiène industrielle. Donc, on retiendra essentiellement la seconde définition. En ce qui concerne les surfaces de travail, tout simplement, nous allons les définir comme étant une surface susceptible d'être au contact d'un salarié. Enfin, il arrive assez régulièrement que par abus de langage, on associe les prélèvements surfaciques aux prélèvements cutanés, qui sont en fait des prélèvements de surface réalisés sur la peau. Alors nous verrons que ces deux types de prélèvements sont relativement complémentaires et sont d'ailleurs assez souvent utilisés, on le verra à travers de certaines présentations, toujours dans le milieu de l'ère des lieux de travail. Alors, en ce qui concerne les types de contamination, classiquement, on en distingue deux types. La contamination dite labile, qui est une contamination superficielle du support, ce qui va impliquer une remise en suspension qui va être facilitée dans ce contexte-là. Et une contamination qui, elle, est fixée, c'est-à-dire qu'elle est intégrée au support, à l'image, par exemple, de couches d'oxyde ou de couches de peinture. Donc, cette contamination fixée, quant à elle, ne sera éliminée qu'en appliquant une force importante, par exemple par arrachage ou par érosion. Il se trouve que dans le milieu de l'ère des lieux de travail, en hygiène industrielle, la contamination labile est très présente et vous en conviendrez avec un risque associé qui est nécessairement plus important que dans le cadre de contamination fixée. Alors, vous le savez tous, en matière de prévention, l'évaluation des expositions aux composés chimiques est avant tout basée sur le prélèvement et l'analyse des aérosols. Alors, c'est quelque chose qui est bien connu. On sait que la fraction inhalée va être préférentiellement la voie d'exposition majeure des salariés exposés aux substances chimiques. Parallèlement à cela, depuis quelques décennies, les contaminations à partir des surfaces contaminées connaissent un intérêt grandissant, notamment parce qu'on a apporté beaucoup de connaissances sur les activités qui vont employer ou générer des polluants susceptibles de se déposer sur les surfaces. Et donc, ces connaissances ont amené des connaissances en termes d'effets sanitaires et donc des connaissances sur les effets toxicologiques. Il se trouve que depuis 2008, l'ANSES a opté pour la création d'une mention peau, et ce afin d'avertir les effets sanitaires potentiels donc, de substances qui sont déposées sur les surfaces, et ce en plus du dispositif réglementaire sur lequel est basée l'évaluation des expositions en milieu professionnel, donc le dispositif que vous connaissez qui est basé sur les valeurs limites d'exposition professionnelle. Donc tout cela illustre encore une fois la prise de conscience réelle de ces toxicités inhérentes aux surfaces de travail. Alors, c'est Madame Kelsbruck de l'ANSES, qui représente l'ANSES aujourd'hui, qui va aborder, qui va revenir sur ces aspects de mention peau à la fin de cette journée. Alors, comment caractériser les contaminants surfaciques? Alors là encore, je vous laisse découvrir une proposition de 4 types, on va dire, de caractéristiques de ces contaminants. Je vais juste me permettre d'appuyer davantage sur la dernière caractéristique qui concerne la forme chimique et la réactivité. Alors, je les aborde d'ores et déjà parce que vous le verrez, vous allez en entendre parler beaucoup au cours de cette journée et également à la fin de cette présentation. Alors, il s'agit du fameux couple chrome 3, chrome 6, chrome hexavalent. Effectivement, ce chrome a la fâcheuse tendance, dans des milieux industriels relativement complexes, par le biais de réactions d'oxydoréduction, de se convertir. Alors, le chrome 6 est un CMR, j'ai oublié de le préciser, mais effectivement, c'est un CMR avec une toxicité inhérente qui est très importante. Le chrome 3 est quant à lui beaucoup moins toxique. Alors, la réaction de réduction va entraîner la formation de chrome 3 qui est plutôt favorable. En revanche, l'oxydation du chrome 3 en chrome 6 est beaucoup moins, on va dire, favorable, notamment compte tenu des effets sanitaires associés. Le second couple que je souhaitais introduire à ce niveau correspond au plomb. Alors, on aura l'occasion de parler du plomb total et du plomb acidosoluble. Alors, le plomb acidosoluble, en fait, mime la réactivité du plomb dans l'organisme en mimant, en fait, la solubilisation du plomb dans l'estomac. Alors, on y reviendra à la fin de cette présentation.
Et puis parce que rien n'est jamais simple, il est souvent courant que dans ces milieux industriels, ces composés se retrouvent en mélange, donc avec plusieurs substances qui vont coexister en même temps sur ces surfaces. Alors, les retours d'expérience aujourd'hui, vous le verrez, et c'est ce qui vous a été dit en introduction, sont très nombreux. Un certain nombre d'intervenants vont aborder une liste assez importante de substances qui vous sont ici mentionnées en violet. Alors, quels sont les secteurs concernés? J'ai pris ici quelques exemples parce que, évidemment, on ne peut pas être exhaustif en la matière. Donc, ces secteurs vont à la fois décrire les expositions de la population générale et les expositions professionnelles. Alors de la même manière, j'ai choisi ces exemples afin de pouvoir illustrer les interventions qui vont avoir lieu aujourd'hui. J'ai mentionné en violet les personnes qui vont évoquer les secteurs qui seront ici identifiés. Alors en ce qui concerne la population générale, je commence par le secteur de la sécurité sanitaire des aliments. Alors, ce ne sera pas évoqué aujourd'hui. En revanche, je suis certaine que beaucoup d'entre vous connaissent ce secteur parce qu'effectivement, les prélèvements surfaciques sont très largement utilisés dans ce contexte-là, notamment pour assurer la sécurité et la qualité des aliments tout au long de la chaîne alimentaire. Alors aujourd'hui, une intervention sera effectuée dans le cadre du domaine de l'air intérieur et vous verrez que c'est une intervention qui va être très très dense dans le sens où les campagnes de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur fournissent de nombreuses données, alors tant sur les substances, tant sur les environnements. Ça va effectivement des habitations aux écoles. Et donc c'est Madame Mandin du CSTB qui évoquera toutes ces campagnes avec, vous le verrez, la constitution de bases de données en termes de prélèvement et de concentration de polluants à la surface échantillonnée qui sont relativement importantes. Alors, en ce qui concerne les expositions professionnelles, là encore, de nombreux secteurs vont être développés aujourd'hui. Donc, 5 présentations vont traiter de 4 secteurs. Donc, la santé avec Monsieur Jouve de la CARSAT Bretagne, l'industrie avec notamment le secteur de la chimie et du bâtiment avec Madame Édouard Langlais et l'aéronautique avec les docteurs Bouvet et Ledoux. On évoquera aussi l'aspect radioprotection avec Monsieur Petitot du CEA et la sécurité, notamment dans les véhicules dans lesquels on a recherché de l'amiante avec Monsieur Blin et Madame Guépinot qui sont donc du SDIS 44. Alors, revenons à nos prélèvements de surface au cœur du sujet. Effectivement, ces prélèvements de surface vont pouvoir aider donc, au contrôle et à la surveillance, et ce, dans le cadre de différents objectifs. Par exemple, ils peuvent aider à la décontamination, toujours dans un but de prévenir des effets sanitaires. Ils peuvent aider également à la prévention, en permettant de préciser, voire d'orienter vers le choix d'un équipement de protection individuelle. Ou encore, ils peuvent s'inscrire dans une démarche qualité. Alors, dans ce cas-là, on est plutôt dans un cas d'amélioration de la productivité. Donc, il y a une notion économique qui est assez évidente derrière ce type de contrôle. Alors, pour ceux d'entre vous qui aiment les moyens mémotechniques, je vous propose la méthode DIVA. La méthode DIVA, en fait, permet d'illustrer l'apport des prélèvements surfaciques sur le terrain. Donc, ce type de prélèvement permet de déceler la présence d'un contaminant dans des établissements, d'identifier les sources de contamination, de vérifier l'absence de contamination croisée entre les zones polluées et les zones qui ne le sont pas. On l'évoquera un peu plus tard. Et également de s'assurer l'efficacité des procédures de décontamination. Alors ça peut être effectivement aussi des procédures de nettoyage d'un objet, d'un outil, d'un équipement, voire même à l'échelle d'un établissement. Dans le monde idéal, ces prélèvements se veulent avant tout reproductibles. On verra que c'est toute la difficulté. Donc reproductibles dans le sens où 2 prélèvements effectués dans la même situation doivent produire les mêmes résultats. Facile et rapide à mettre en œuvre avec des moyens relativement simples. L'analyse qui va suivre se veut quant à elle qualitative, c'est-à-dire spécifique de là ou des substances concernées, recherchées. Quantitative, c'est-à-dire suffisamment sensible, notamment pour les substances qui ont des concentrations relativement faibles. Et pourquoi pas déployable sur le terrain. Alors, on l'évoquera un peu au cours de la journée, mais vous verrez très rapidement que ce type d'analyse est très très peu déployé. On évoque des kits colorimétriques. Je donnerai néanmoins à la fin de cette présentation un petit aperçu d'une méthode de terrain. Donc, parce que c'est souvent l'ère de la guerre, le coût se veut le plus faible possible et cela permettrait notamment de favoriser la fréquence des échantillonnages et en améliorant et en démultipliant ces échantillonnages, cela permet effectivement d'asseoir la campagne et donc de donner plus de poids aux données qui vont être produites.
Et les résultats, si possible, devraient pouvoir se référer à une notion quantitative. Alors, on les appelle valeurs seuil, valeurs guide de prévention. Pour le moment, il n'existe effectivement pas de nom réellement identifié. Et ce, dans le but que ce prélèvement, la quantité qui va être effectivement mise en évidence, mime au mieux la concentration qui peut être intégrée dans l'organisme. Et ça, c'est avant tout très intéressant pour les substances dites ubiquitaires. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce terme, je me permets d'insister un petit peu. Les substances ubiquitaires, ce sont les substances pour lesquelles qu'on va retrouver assez facilement dans l'environnement, c'est-à-dire pour lesquelles on a un bruit de fond qui peut être assez important. Donc, la question est... que va représenter la concentration sur mon prélèvement surfacique au regard de ce background qui peut être parfois assez important. En ce qui concerne les substances ubiquitaires, on peut parler du beryllium ou pourquoi pas des cytotoxiques. Ces éléments étant vraiment toxiques à des très faibles concentrations, la simple présence sur un prélèvement surfacique déjà nous donne beaucoup d'informations sur la dangerosité. Alors, les quelques limites, et oui, on ne va pas y échapper. Donc, un certain nombre de limites sont associées à ces prélèvements. Et ce seront autant de limites dont on va discuter beaucoup aujourd'hui. Donc, le premier aspect, c'est que cet environnement de travail est fluctuant. Alors, j'en dis pas plus. Monsieur Belu de l'INRS reviendra sur tous ces aspects dynamiques. La seconde limite, alors c'est un peu petit, ça se passe sur la table, c'est la réactivité. Donc, à l'image du chrome que j'ai illustré tout à l'heure, les composés vont pouvoir changer de forme au contact de la surface ou pourquoi pas de la peau. Et donc, l'intégration dans l'organisme se verra peut-être, elle également, modifiée. Donc là, c'est Mme Chédic de l'INRS qui reviendra sur les mécanismes d'absorption dans l'organisme de ces composés. Alors, un problème qui est très récurrent, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on va aller sur le terrain et on va effectuer des prélèvements, il s'agit d'une photographie d'un instant T. Qu'en est-il de l'accumulation des composés dans le temps sur ces surfaces? Ce qui revient à se poser une question, depuis combien de temps ce composé est-il présent à la surface? L'extrapolation de la zone polluée à d'autres zones, alors on prend souvent le cas des bureaux qui sont attenants à des ateliers, est très difficile, très délicate en termes d'interprétation des résultats. Et je rajouterai encore 3 derniers points, les problèmes de reproductibilité, tant sur le plan du prélèvement que sur de l'analyse. Donc là, c'est M. Estève de l'INRS qui reviendra sur ces aspects. La fréquence, alors là aussi nous le verrons, il existe très peu il n'existe pas de réglementation et peu de recommandations, donc cela pose encore problème. Et on se pose encore la question de la pertinence de valeurs de référence. Alors, la transition est toute trouvée. Il existe effectivement de fait peu de valeurs limites de référence, ce qui freine le développement de l'utilisation de méthodes. Et donc, de ce fait, pour l'heure, le domaine de prélèvement de surface n'est pas assez structuré et manque d'harmonisation de ces pratiques et des pratiques. Donc tout cela va dans le sens d'une volonté de quand même pouvoir avancer sur ces aspects-là et pourquoi pas d'enrichir les données à une échelle plus globale, ce qui nous permettrait de construire un système qui serait basé sur des valeurs quantitatives. Alors, attardons-nous, c'est mon avant-dernier point, sur l'exemple du plomb. Alors, cet exemple va me permettre d'illustrer la grande difficulté d'établir des valeurs seuil. Vous allez vite comprendre. Donc, cette valeur émane du Code de la santé publique. Je précise qu'il n'existe pas à ce jour de valeur dans le Code du travail. Alors, j'ai pris 2 exemples. Commençons par le premier dispositif, qui est le dispositif qui vise à déterminer le plomb dans les peintures. Donc, ce dispositif est porté par 3 arrêtés. Qui vont fixer à la fois l'analyse et les seuils. Alors, pour faire simple, l'analyse qui est privilégiée à l'image de ce qui est fait dans les diagnostics immobiliers, c'est la fluorescence X portable. Alors, je précise qu'il s'agit d'un appareillage à source radioactive, donc pas évident en termes de manipulation sur le terrain, mais c'est la voie qui est privilégiée en termes d'analyse. Donc, cette technique permet d'analyser le plomb total. Si la fluorescence X n'est pas adaptée pour des raisons, par exemple, de sensibilité, on va cette fois prélever un échantillon de peinture pour l'analyse en laboratoire sur le plomb acidosoluble, donc, que je vous ai décrit en tout début de présentation. Et donc, les arrêtés fixent les seuils, et les seuils de diagnostic positif à partir du moment où au moins une mesure est supérieure aux valeurs qui sont mentionnées, c'est-à-dire 1 mg par cm² pour le plomb total et 1,5 mg par gramme pour le plomb acidosoluble. Rapidement, sur le second dispositif, donc il s'agit du plomb dans les poussières au sol, donc dans un contexte secteur du bâtiment. Il s'agit de contrôle après travaux en présence de plomb. Et là, cette fois, la norme fixe la méthodologie et l'arrêté fixe le seuil. Donc, là, cette fois-ci, c'est uniquement des analyses en laboratoire du plomb acidosoluble.
Et le seuil est fixé à 1000 microgrammes par mètre carré. Alors, pour vous éviter de savants calculs, je vous ai mis entre parenthèses la conversion en milligrammes par centimètre carré qui vous permet d'apprécier quantitativement la différence entre les deux dispositifs. Attention, néanmoins, on parle bien de plomb acido-soluble d'un côté et de plomb total de l'autre. Alors, le dernier point que je vais évoquer avec vous, c'est la stratégie. Effectivement, lorsqu'on va sur le terrain, on doit répondre à 4 questions qui sont les suivantes. Quoi, où, quand et comment. Alors, très rapidement, effectivement, dans le cadre des prélèvements, encore une fois, conventionnels, très bien connus en milieu des expositions professionnelles, cette stratégie est très contrainte et bien connue. En ce qui concerne les prélèvements surfaciques, eh bien, ces questions n'apportent pas de réponse immédiate et encore moins évidente. Donc, tout un travail encore à bâtir. Et en ce qui concerne l'hygiène industrielle, eh bien, il faut essayer de préciser comment est-ce que ces prélèvements surfaciques vont s'articuler entre les prélèvements avec les prélèvements atmosphériques, qui restent les prélèvements, on va dire, conventionnels, et les prélèvements biologiques. Et là, donc, c'est Madame Nikolova Pavajo, l'INRS, qui vous donnera quelques éléments de réponse. Donc, en conclusion, on va retenir aujourd'hui, en tout cas pour cette première présentation, que les prélèvements surfaciques se veulent un outil facile, rapide et peu coûteux. Et si cet outil est déployable facilement sur le terrain, il revêt des intérêts multiples. Alors, je ne vais peut-être pas suffisamment insister, mais c'est avant tout un intérêt pédagogique, si l'analyse est possible en plus sur le terrain. Il permet également d'identifier des sources de contamination, de comprendre les mécanismes et donc d'apporter de la connaissance sur les voies de contamination. Alors, je ne vais pas revenir sur les limites, mais les questions sont nombreuses et c'est autant de questions sur lesquelles nous allons revenir aujourd'hui. Alors, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Avant les questions, je souhaitais juste effectuer quelques remerciements à l'image de ce que vous aviez fait en introduction. Donc, cette fois, c'est le comité d'organisation, au nom du comité d'organisation que je vais m'exprimer. Et je vais remercier donc effectivement toutes les personnes qui vont venir à ce pupitre et également les personnes qui ont eu l'occasion d'enregistrer leurs vidéos. Je vais également remercier les personnes avec qui nous avons échangé de manière fréquente et parfois assez longue pour pouvoir élaborer ce programme. Et puis, je finirai par mes collègues de l'INRS, alors que ce soit les personnes qui sont en charge de la communication, qui nous ont déployé un plateau technique qui est somme toute relativement impressionnant, et également donc, les personnes qui vont gérer avec nous le chat, donc les collègues experts qui seront sur le chat pour animer toute la journée donc, et répondre à vos questions en direct ou parfois avec un petit différé. Voilà, cette fois j'en ai vraiment fini. Merci. Et je vous remercie. Peut-être pas tout à fait. Restez encore là, Virginie Matera. Alors, défi largement relevé, bien sûr. Je vous en avais lancé un tout à l'heure. Vous l'avez relevé, bien sûr. Merci pour cette présentation qui situe clairement les enjeux de l'évaluation des expositions et des éléments constitutifs de stratégie qui peuvent être qualifiées d'opérantes. Des questionnements persistent, vous l'avez dit, beaucoup d'éclairages à venir tout au long de cette journée, vous l'avez également souligné. Quelques questionnements, je vais peut-être vous formuler l'une ou l'autre question parce que je vais aussi devoir respecter strictement le timing puisqu'on est en diffusion web. Quand peut-on dire que l'on a assaini une surface? À ma connaissance, il n'y a pas de valeur guide, nous dit une personne internaute. Tout à fait. Alors, je l'ai reprécisé effectivement dans le cadre de cette présentation. Donc, les valeurs guides, pour le moment, sont inexistantes, en tout cas dans le Code du travail. Il existe quelques valeurs dans la santé publique et je crois que le plomb est la seule valeur. Alors, on trouve dans la littérature, et par exemple, pour certaines substances, comme par exemple le beryllium, nos collègues de l'IRSST, c'est-à-dire notre homologue canadien, présente par exemple des valeurs seuil pour le beryllium. Alors, c'est toujours pas un cadre réglementaire, mais voilà, on voit qu'il y a quand même sur certains types de composés, avec, comme je l'ai dit, une toxicité avérée qui est assez importante, on peut voir apparaître des seuils relativement bas. Le problème restant pour les substances, comme je l'ai évoqué, qui sont donc qui sont ubiquitaires, pardon. Alors j'en ai pas cité, on peut penser à l'aluminium. Alors moi je suis plus dans le domaine minéral, donc je vais plutôt traiter ces aspects-là, mais effectivement le background dans certains environnements liés à la circulation automobile, etc., peut générer des particules métalliques et donc générer un bruit de fond qui peut être assez important. Donc j'allais dire les efforts devraient se porter sur ces aspects-là, mais vous verrez au travers certaines présentations dans la journée que certaines institutions
institutions ou même des entreprises ont pris les devants et ont des petites astuces pour définir ce bruit de fond. Donc voilà, on travaille tous collectivement à avancer sur ces aspects. Témoignages tout au long de cette journée. Merci Virginie Matera. Il y a encore d'autres questions, mais vous l'avez souligné. On a aussi notre back-office, qui travaille pour répondre au maximum des questions qui vont survenir tout au long de cette journée. C'est déjà très dynamique sur le chat. Merci beaucoup, oui, Virginie. Et je pense qu'il y aura beaucoup de questions qui vont être effectivement répondues tout à fait. au cours de la journée. Merci infiniment. Madame Matera.